Bonsoir à tous. Nous continuons cette journée des rencontres nationales du droit foncier pour évoquer une problématique différente de celle qu'on a vue dans la journée, puisque tout d'abord, le thème est différent, mais aussi la formule est différente, puisqu'on aborde la question sous la forme d'un débat. La question, c'est la problématique de la rétrocession des voies d'un lotissement à la commune. C'est quelque chose qui va intéresser à la fois les propriétaires concernés, bien entendu, au sein du lotissement, mais aussi les communes elles-mêmes. Et pour évoquer cette question particulière, nous avons demandé à ce qu'on peut appeler un collège d'experts d'intervenir pour aborder cette question sous les différents angles que sont la question de l'avocat, le géomètre, l'expert, de manière assez vivante, assez conviviale. Et pour cela, nous avons demandé à M. Frédéric Fortin, qui est journaliste à la revue Droit de la voirie, de coordonner ces interventions et puis d'animer ce débat qu'on espère passionnant. Je lui cède tout de suite la parole. Bon débat à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fonctionne? Ça fonctionne. Oui, donc pour conclure cette journée dense de travaux, les rencontres ont choisi un thème un peu ludique avec la rétrocession des voies de lotissement. On va essayer de rendre les choses assez stimulantes, mais je crois qu'elles vont l'être assez naturellement. On ne change pas une équipe qui gagne, donc on a toujours notre duo avocat avec maître Philippe Nug, qui est avocat au barreau de Lyon, et notre géomètre expert avec monsieur Vincent Balp. On a toujours notre magistrat administratif qui ne quitte plus la scène, et on a ajouté un universitaire avec monsieur Hugo de Villers. Peut-être sans mauvais jeu de mots, vu l'auditoire, pour une fois, on a le sentiment que sur un plan juridique, le domaine est assez bien borné. On va voir que peut-être après, dans la vraie vie, c'est pas nécessairement le cas et qu'on est peut-être parfois plus proche de l'impasse que de l'autoroute. Peut-être d'abord, privilège de l'universitaire, redonner le cadre. Pourquoi, quand, comment est-ce qu'on rétrocède des voies d'un lotissement? Merci beaucoup, Monsieur Fortin. Alors, peut-être rappeler dans un premier temps que les lotissements qui vont nous occuper ce soir sont forcément d'abord des lotissements qui sont soumis à permis à aménager. Et c'est peut-être comme ça qu'on peut introduire la chose, en disant que le Code de l'urbanisme, le législateur, a insisté sur le fait que l'aménageur doit, si possible, prévoir le plus tôt possible le sort patrimonial, le statut patrimonial des voies et équipements communs. C'est l'enjeu des articles R442-7 et R442-8 du Code de l'urbanisme, qui indiquent que la solution par défaut, en quelque sorte la solution de droit commun, c'est la constitution par le lotisseur d'une association syndicale de propriétaires, mais que le lotisseur peut être exempté de cet engagement dès lors que, et c'est les deux solutions présentées par l'article suivant, le R442-8, dès lors que soit la propriété des voies et équipements communs est confiée au propriétaire, donc soit en propriété indivise, avec toute une série de servitudes plus ou moins complexes, soit, et c'est vraiment l'objet de notre table ronde, la propriété des voies et équipements communs va être cédée par le lotisseur à la commune via un contrat. Alors, évidemment, comme ces dispositions réglementaires figurent dans le paragraphe consacré au permis d'aménager, cette possibilité de céder les voies et équipements communs par contrat n'épuise pas, évidemment, toutes les formes de cession de ces éléments à la commune. C'est la raison pour laquelle il faut bien rajouter deux autres modalités de cette cession. D'une part, une modalité assez simple qui est la cession conventionnelle après la réalisation des travaux par l'association syndicale à la commune ou à l'EPCI compétent. Et d'autre part, ce fameux transfert d'office, qu'on peut considérer, j'allais dire, comme une verrue juridique, enfin comme un procédé un petit peu spécial pour des raisons qu'on aura le temps, je pense, de débattre. Donc ce fameux article L318-3 du Code de l'urbanisme qui indique que la commune peut se voir transférer d'office et sans indemnité les voies communes qui sont affectées à la circulation générale.
dans des ensembles d'habitation notamment. Et ça concerne principalement évidemment les voies communes des lotissements. Alors pour cadrer peut-être tout de suite les choses, essayer d'être à la fois clair et rapide, ce qui est compliqué, mais dire d'abord que ces 3 procédés, donc on a 2 procédés conventionnels, un avant le permis d'aménager, l'autre après la réalisation des travaux du lotissement, et le transfert d'office, donc ça fait 3 procédés, ne concernent pas les mêmes biens. Donc ça, c'est la première chose. La convention de l'article R442-8 concerne la totalité des voies et équipements communs. Donc, il n'y a pas de négociation possible sur le champ d'application de cette convention. A l'inverse, le transfert d'office de l'article L318-3 du Code de l'urbanisme concerne uniquement les voies affectées à la circulation générale. Et entre deux, on a le contrat de vente classique qui peut concerner, selon la liberté contractuelle, soit que les voies, soit les équipements, soit les voies et les équipements, etc. etc. Donc ça, c'est la première des choses. On a donc une situation assez variée, des modalités assez variées, selon le moment où on va transférer les voies et selon les voies et les équipements et selon la nature des biens qui seront transférés. Alors, les grands enjeux de ces questions, et puis bon, je ne vais pas développer, mais peut-être simplement dire 2 mots des enjeux vraiment saillants. Le premier enjeu dont on parlait de manière informelle tout à l'heure, c'est effectivement la question de l'espace public. C'est un enjeu politique. C'est la question de savoir, notamment pour l'élu, où est-ce qu'on délimite ce qui est de l'espace public et ce qui est de l'espace privé. Est-ce qu'une voie affectée à la circulation générale a vocation à être toujours une propriété publique ou pas? C'est des questions qui sont à la fois politiques et juridiques, mais qu'il faut quand même se poser, notamment avant de réaliser un transfert d'office, qui est une question quand même qui est un procédé quand même très, très, très puissant, très exorbitant, peut-être un peu trop exorbitant d'ailleurs. Le deuxième enjeu qui paraît vraiment très important, c'est un enjeu, j'allais dire, de bonne gestion, de bonne administration. À quoi ça sert? Pourquoi transférer les voies et les équipements communs d'un lotissement? Alors, du point de vue des colotis, c'est assez évident. D'une part, en transférant les voies et équipements communs, on transfère aussi beaucoup d'ennuis et beaucoup de charges, à savoir qu'on transfère à la fois les charges d'entretien et on transfère à la fois, et c'est tout l'enjeu de la qualification d'ouvrage public ou pas, on transfère aussi l'épée de Damoclès de la responsabilité administrative particulièrement favorable à la victime pour défaut d'entretien normal. Donc ça, c'est tout à fait important. Autre enjeu, toujours du côté des colotis, c'est de se dire, selon la manière dont on va transférer les voies et équipements communs, et ça, il faut vraiment bien l'avoir en tête, on ne sera pas indemnisé de la même manière. Si c'est contractuel, le contrat sera un contrat en principe de droit privé, sauf exception dont on parlera peut-être, c'est-à-dire le dévoiement d'un contrat de la commande publique qui prendrait la forme d'un contrat privé, mais ça reste quand même un dévoiement. Et par contre, en cas de transfert d'office, le Conseil constitutionnel, dans sa QPC du 6 octobre 2010, une QPC qui me paraît extrêmement contestable, a dit qu'il n'y avait pas d'indemnité, que le transfert d'office à titre gratuit des voies affectées à la circulation générale ne mettait pas en cause l'article 17 de la DDHC, en faisant comme si le consentement des propriétaires à l'affectation de la voie à la circulation générale valait consentement au transfert de propriété, ce qui est quand même une forme d'absurdité. Moi, je ne suis pas magistrat, donc je peux me permettre de le dire. C'est vraiment quelque chose qui est voilà, avec évidemment l'exception de la jurisprudence B2Z de 1998, mais je ne pense pas qu'elle soit vraiment praticable, on va dire. Voilà. Donc, cet enjeu-là pour les colotis est vraiment très important parce que selon la modalité, on va être indemnisé ou pas du tout. Du point de vue de la commune, de la commune ou de l'établissement public compétent, on a des enjeux de gestion qui sont très importants, qui sont notamment de 2 ordres, mais je vais essayer d'aller vite. L'idée, c'est pas que je monopolise la parole, mais
le premier enjeu, évidemment, c'est de savoir quel est l'intérêt fonctionnel de récupérer des voies et équipements communs. Le plus souvent, c'est parce qu'il y a des opérations qui vont être réalisées autour, donc c'est un enjeu de gestion. Et un enjeu qui me paraît important, mais je pense que les praticiens pourront en parler mieux que moi, c'est la question de la compétence. Lorsqu'on fait un transfert conventionnel, il faut que les biens entrent immédiatement dans le patrimoine de la collectivité compétente. Donc lorsqu'on a un EPCI, alors pour les gros EPCI qui ont transféré la voirie, bon, il n'y a pas beaucoup de problèmes, mais pour des EPCI un peu plus petits, il faut quand même bien identifier qui de la commune ou de l'EPCI va être compétent et immédiatement transférer les biens dans le bon patrimoine. Alors que, et là, autre bizarreté juridique de l'article L318-3 du Code de l'urbanisme, lorsqu'on fait un transfert d'office, les voies affectées à la circulation générale sont transférées d'office dans le domaine public de la commune, même si la commune n'est pas compétente en la matière. Donc c'est une sorte de patrimoine de transit. Et donc ça, c'est quand même un élément à prendre en compte. Et puis de manière générale, il y a un enjeu important en matière juridique qui est lié, on en a beaucoup parlé donc, cet après-midi, Monsieur de Liancourt a évoqué ça de manière assez complète cet après-midi, c'est la question du statut juridique des biens. À quel moment ces biens vont figurer dans le domaine public de la commune ou de l'EPCI? Est-ce que les équipements, puisqu'on va avoir potentiellement deux types de domanialité publique, la domanialité publique routière concernant les voies, et puis d'autres types de domanialité publique potentiellement. Donc là, on a quand même, à mon avis, une forme d'usine à gaz, enfin, en tout cas, des points extrêmement importants à vérifier. Voilà. Donc c'est un sujet qui paraît très ludique, ou pas du tout, mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment des points essentiels à traiter. Voilà. On a bien compris l'intérêt financier qu'avaient les copropriétaires à transférer, le cas échéant, ces voies. Est-ce que la commune est obligée d'accueillir la demande ou est-ce qu'elle peut refuser? Ah non, la commune a toute liberté pour refuser. En matière de voies, ça se fonde sur un principe qu'a énoncé le Conseil d'État qui consiste à dire que la commune n'est jamais forcée d'intégrer une voie dans son domaine public routier, et de manière générale, on peut dire que c'est vraiment la liberté de gestion du domaine public, donc que ce soit des voies ou des équipements communs, la commune n'est jamais obligée d'accueillir ces biens dans son patrimoine, sauf évidemment à ce qu'elle ait conclu un contrat préalable ou qu'elle s'y soit engagée de manière juridique au préalable, évidemment. Mais sinon, elle a quand même c'est une décision de pure opportunité. Maître Dugue. Et même en présence d'un contrat, je ne crois pas dire de bêtises, en disant que si elle refuse d'honorer le contrat, ça se réglera en indemnité, mais pas forcément en transfert de propriété des équipements. Monsieur de Liancourt, est-ce que ce sont des sujets qui vous occupent régulièrement? Est-ce qu'il y a beaucoup de contentieux ou est-ce que finalement c'est assez calme sur ce plan? Alors, il n'y a pas, je dirais pas qu'il y ait beaucoup de contentieux par rapport au volume contentieux traité par les juridictions administratives. Néanmoins, il y en a quelques-uns. Et comme on est sur des problématiques qui mêlent à la fois finance et propriété, c'est toujours assez âprement débattu. Alors, quand on regarde un petit peu le contentieux administratif, quels sont les litiges dont on est saisi? On est saisi de deux types de litiges. Le premier, c'est celui qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire qu'on a des copropriétaires qui ne veulent plus assurer l'entretien de leur voie, qui leur coûte, qui vont demander le transfert d'office. Et du coup, le maire refuse et ils viennent contester le refus du maire. Alors, on n'est pas dans l'opportunité, vous savez, le juge ne contrôle pas ça. Le juge fait un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, mais il n'y a jamais eu aucune annulation d'un refus d'une commune de récupérer dans son patrimoine une voie privée ouverte à la circulation générale. En revanche, les transferts peuvent être contestés parce que c'est une procédure qui est tout à fait particulière.
dans laquelle il est possible de transférer d'office les voies privées, parce qu'elles sont ouvertes à la circulation générale, dans le domaine public de la commune, et sans indemnité. Et donc là, parfois, assez souvent, mais ça dépend aussi de la pression foncière et des endroits dans lesquels les voies sont concernées, on va avoir des recours contentieux contre ces arrêtés, avec une déclinaison des moyens qu'on a l'habitude, et notamment sur le fait que les propriétaires n'étaient pas consentants pour ouvrir la voie à la circulation. Alors, je vais peut-être faire rapidement un point là-dessus, sur les voies privées ouvertes à la circulation générale, et notamment sur l'ouverture à la circulation générale. Ce qui est important de savoir, c'est que une voie peut être privée et n'être utilisée que par les propriétaires riverains. Elle n'est pas pour autant affectée à la circulation générale. La circulation générale veut simplement dire que tout le monde peut l'emprunter. Et on a des situations de lotissement. Vous avez un lotissement qui est construit et il va être emprunté à la fois par les colotis, mais également par tous les habitants et toute personne qui décide de passer sans que personne y trouve à redire. S'il n'y a pas de fermeture de la voie, dans ces cas-là, on va considérer que la voie est bien une voie privée, mais qu'elle est ouverte à la circulation générale. Et c'est bien cette ouverture à la circulation générale qui entraîne un certain nombre d'obligations pour la commune. Et vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. Simplement parce que dans ces cas-là, la commune peut effectuer un certain nombre de travaux publics, parce que c'est dans l'intérêt général, ce n'est pas que dans l'intérêt des seuls copropriétaires. Donc elle va pouvoir faire des travaux d'éclairage, elle va pouvoir faire passer des exemples tout simples, mais sur le ramassage des ordures ménagères. Si c'est interdit à la circulation du public, il faudra un espace avec les containers à l'extérieur. Si c'est ouvert à la circulation générale, dans ces cas-là, le camion pourra passer à travers... emprunter les voies, donc l'éclairage, les ordures ménagères, les travaux d'entretien, puisque les travaux d'entretien auront dans ces cas-là la qualité de travaux publics qui pourront être pris en charge par le budget communal, sans qu'il s'agisse d'ailleurs de dépenses obligatoires au sens du 23-21-2 20e du Code général des collectivités territoriales. Et comme c'est affecté, le maire doit intervenir au titre de sa police générale pour assurer la sécurité, le nettoiement des places. C'est le L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, puisque cette disposition est sans lien avec la propriété, elle est en lien avec l'affectation. Et il pourra exercer ses pouvoirs de police de la circulation et du stationnement. Donc on voit ici que les collectivités, les communes, je prends l'exemple des communes, vont avoir un certain nombre de pouvoirs sur ces voies dès lors qu'elles sont ouvertes à la circulation générale. Et elles pourront également être déclarées responsables, je reviens sur ce que tu disais, en cas de défaut d'entretien normal, c'est-à-dire que la responsabilité pourra être recherchée. Mais tout ça n'est pas lié à la question de la propriété, mais lié à la question de l'affectation. Et c'est bien pour ça que, je ne dirai rien sur la QPC Anastasio, du Conseil constitutionnel, et que le transfert est sans indemnité, parce que depuis le début que cette procédure existe, les réponses parlementaires, et c'est ce que dit le Conseil constitutionnel qui reprend dans sa décision d'octobre 2010 ce point-là, dit bien qu'il s'agit d'adapter le droit au fait. Et c'est bien pour ça qu'il n'y a pas d'indemnité, parce qu'on dit, voilà, la commune s'est ouverte à la circulation générale parce que vous ne l'avez pas fermée, vous êtes consentant pour que tout le monde passe, la commune intervient. Donc, dans ces cas-là, que la propriété, que les co-lotis soient propriétaires ou que ce soit la commune, ça ne change strictement rien. Sauf que sur la question de l'indemnité, c'est ce que dit le Conseil, mais j'entends complètement l'argument avancé, sauf que sur la question de l'indemnité, on vous dit, du coup, vous n'avez plus de charge. Alors, la question de la charge, elle serait intéressante si on avait une voie privée ouverte à la circulation générale pour lesquelles la collectivité n'entreprend aucun travaux. Mais voilà, donc là, on a des problématiques sur des gens qui viennent nous dire, voilà, le maire a refusé de faire passer la déneigeuse. Oui, mais la voie est fermée à la circulation, donc c'est tout à fait normal. Et si jamais la voie était ouverte,
Dans ces cas-là, on revient sur les problématiques de police générale et de police administrative qu'on connaît bien. Donc voilà sur l'état des questions. Donc on a des questions sur le refus de transfert, sur le transfert qui est contesté par les propriétaires et sur la mise en œuvre des pouvoirs de police. Exemple type, le maire voit que la voie est fermée, que les colotis ont décidé de fermer la voie, il va intervenir pour ordonner sa réouverture. Ben non, c'est une voie privée. Donc les propriétaires peuvent tout à fait interdire l'accès de cette voirie. Et le maire ne peut pas légalement intervenir au titre de ses pouvoirs de police. Donc on retrouve plein d'enjeux ici qui sont des enjeux liés à la propriété en cas de transfert et des enjeux liés à l'exercice ou au non-exercice des pouvoirs de police du maire. Maître Luc, ça n'a pas l'air d'être un domaine pour un avocat, ça tout a bien balisé, la commune veut, les propriétaires ne veulent pas transférer, ça tombe bien, la commune n'en veut pas. Et puis finalement, on a l'impression que au quotidien, c'est un sujet qui est quand même un peu plus compliqué que ça. Quel est votre sentiment ? Le sentiment, je vais utiliser celui-là. Oui, celui-là est maudit. C'est qu'il y a un enjeu de pouvoir, on l'a bien compris, au-delà de l'enjeu financier qui est le transfert de la charge de gestion, il y a d'autres intérêts à répartir la propriété entre la personne publique ou les personnes privées, parce qu'il y a le confort d'utilisation aussi. Et que quand on est un lotissement qui a sa propre voie, il ne va pas y avoir trop de débats, il n'y en aura même aucun, si la voie interne du lotissement ne sert qu'au lotissement. En gros, c'est une entrée, on va jusqu'au fond, il y a la fameuse raquette de retournement, on ressort, il n'y a pas d'enjeu pour la collectivité, et là on va rester entre colotis, c'est à peu près assuré. Mais quand le lotissement va se trouver devoir être traversé, parce que le lotissement d'à côté, non seulement on en aura autorisé la création du côté de la collectivité, mais en plus avec le PLU, voire une OAP, on aura obligé à faire se connecter les voies du nouveau lotissement avec les voies de l'ancien lotissement. Si vous rajoutez d'un côté du lotissement l'école municipale et de l'autre côté le nouveau supermarché, là l'enjeu de circulation il devient tout autre. C'est-à-dire que l'intensité de la circulation, le stationnement, qui est un vrai enjeu catastrophique parce que souvent les voies internes de lotissement avec les dimensions qu'on leur a données ne sont pas faites pour faire stationner, mais la nature ayant horreur du vide et des automobilistes ayant besoin de se garer, ils viennent stationner à l'intérieur des voies de lotissement. Bon, les dégradations vont avec, les nuisances vont avec, et là, il n'y a que l'arme absolue que vient d'évoquer Samuel Delancourt, c'est on ferme. Quand on est l'écolotie, pour obliger la collectivité à réagir, on ferme. Parce que là, il y a un enjeu de circulation, c'est stratégique. Donc on va obliger la collectivité à venir discuter. On pourra toujours s'en sortir amiablement, mais si ça ne marche pas amiablement, la collectivité va devoir mettre en œuvre une procédure particulière, ça va être de l'expro, et elle va devoir indemniser, et puis elle va devoir... Voilà. Donc, et là, ça c'est une première... Ça, c'est vécu par les colotis, c'est le confort d'habiter là. Après, il y a un autre enjeu qu'on voit beaucoup les avocats, c'est l'enjeu de lutter contre le projet du voisin. Parce que de la même manière qu'aller attaquer le PC du voisin, se servir de la circulation et du caractère privé des voies du lotissement, c'est contrarier la réalisation du projet d'à côté, que ce soit une maison individuelle, un collectif, un autre lotissement, que sais-je encore, en faisant remarquer qu'on est quand même chez soi. Et que le PC qui a été délivré fait passer la circulation future par là et qu'on n'est pas d'accord. Donc, et on va appeler un chat, c'est soit pour l'interdire parce qu'on veut rester dans son confort, soit éventuellement pour monnayer quand même l'installation du voisin. C'est-à-dire que ça ne devrait pas être permis, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que le promoteur va faire un chèque. Voilà. Et ça, bon, voilà. Troisième catégorie de réveil douloureux. Le lotissement, comme ça a été décrit, c'est normalement, quand ça a été bien préparé, il y a une ASL, une association syndicale libre, qui va devoir gérer la propriété de ces voiries et équipements communs. Sauf que dans la réalité, nous, on vit avec des lotissements qui sont vieux, voire très très vieux, qui sont bien antérieurs à tout un tas de législations, et que quand ils ont été constitués, l'ASL, elle existe juridiquement, puisque le lotisseur l'a prévu. Et qu'avec le premier lot vendu, vous avez un premier colotis, vous avez une ASL. Sauf que nous, ce qu'on a souvent en pratique, c'est des gens qui se réveillent un beau matin parce que la voie est dégradée, il faut sortir le carnet de chèques, et il n'y a pas d'ASL qui tourne. C'est-à-dire qu'elle ne s'est jamais réunie, des fois depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, donc il n'y a rien. Et là, ils découvrent qu'ils ont la charge aussi. Donc là, il y a de l'animation dans l'ASL même, parce que dans une ASL, si c'est mal fichu, et souvent ça l'est quand elles sont vieilles, la règle pour prendre les décisions, c'est l'unanimité.
Donc ça ne fonctionne pas à l'unanimité. Il n'y a aucun collectif qui fonctionne à l'unanimité, que ce soit là ou ailleurs. Et ça fonctionnera encore moins bien depuis que... Voilà. Non, mais c'est pas ça. Mais voilà. La Cour de cassation vient de passer par là pour les SCI. Hein. Vous savez que ces sociétés civiles immobilières, par défaut, il y a un certain nombre de décisions à adopter dans le fonctionnement des SCI. Ça se fait à l'unanimité. C'est le Code civil qui le prévoit par défaut. Si vous n'avez rien d'autre dans vos statuts, c'est l'unanimité. Et là, la Cour de cassation vient de préciser il n'y a pas longtemps que l'unanimité, ça s'entend de le consentement unanime, pas seulement des présents ou représentés, mais de tous les actionnaires. Donc si on l'applique aux ASL, c'est tous les colotis. Donc vous avez un absent, un excusé qui ne vient pas, un opposant, une abstention, vous n'avez pas l'unanimité. Donc ça ne fonctionne pas. Voilà, ASL. Donc là, il faut sortir de là. Et d'ailleurs, comment vous faites évoluer les statuts d'ASL qui prévoient l'unanimité, si vous n'avez pas l'unanimité pour faire évoluer les statuts, on est dans l'impasse. Les jeux de mots, ils sont faciles cet après-midi en matière de vote. Donc voilà, pour en sortir. Donc ça, c'est le côté privé. Sur le côté public, l'enjeu, il est d'aménagement du territoire. C'est sûr que prévoir le dimensionnement des voies, c'est intelligent. Prévoir la future circulation, c'est intelligent. Prévoir le bon dimensionnement des voies, c'est-à-dire qu'on a tendance à considérer qu'à l'intérieur des propriétés privées, les voies peuvent être plus réduites, qu'il n'y a pas besoin de trottoirs. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de trottoirs sur les voies publiques non plus, ce n'est pas obligatoire. Et les voiries internes de lotissement sont souvent moins bien dimensionnées que les voiries publiques. Du coup, pour intégrer tout ça dans son patrimoine de collectivité, ça pose des problèmes derrière, parce que justement, on n'a pas la place pour mettre les trottoirs, on n'aura jamais la place pour y mettre des espaces verts, parce qu'il faudrait verdir un peu, les pistes cyclables, on n'en parle pas, l'éclairage public, il y est ou il n'y est pas. Donc voilà, donc là, il faut que les collectivités anticipent, et là, c'est le PLU qui dit quelles seront les dimensions des voies. Et puis, pour rajouter un petit peu de complexité en cette fin d'après-midi, comme c'est facile pour les avocats, c'est que le sujet, c'est toujours faire peur. On a parlé tout à l'heure du risque de commande publique. Il y a un double risque sur la détermination par la collectivité des dimensions des voies. Premier risque, c'est la participation d'urbanisme déguisé. C'est-à-dire celle qui fait payer un équipement futur, public, collectif, au privé. Donc on va dire c'est pratique courante. On va être honnête aussi. On demande souvent aux promoteurs de dimensionner des voies officiellement privées qui un jour vont tomber dans le patrimoine public sans transfert, sans flux financier, mais qui, comme par hasard, elles seront déjà dimensionnées comme des voies publiques. Donc ça, il y a un risque derrière de remise en cause par l'aménageur de participation d'urbanisme illégal. Il fait la voie, il fait la rétrocession, puis dans les 5 ans, il vient récupérer son chèque. Voilà. Deuxième risque, c'est le risque de commande publique, effectivement. C'est-à-dire que si la collectivité est très précise dans ce qu'elle exige, et si le dimensionnement, c'est objectivement celui d'un équipement public, on va lui dire, là, vous avez utilisé le permis d'aménager, à la place d'un contrat de la commande publique, vous auriez dû passer un marché de travaux, donc c'est illégal aussi. Donc voilà, on peut à foison ajouter des problèmes, juste pour savoir ce qu'on va faire ou pas de ces voies. Bon alors voilà, on pensait avoir un sujet simple et finalement on se rend compte que ça ne l'est pas. Monsieur Balk, du coup, qu'est-ce que vous conseillez aux communes quand elles vous sollicitent sur ce type de questions? Parce qu'on voit bien qu'en fait, comme souvent, si on a le bon conseil, qu'on cerne bien les choses dès le départ, ça semble gérable. Et si ce n'est pas le cas, ça devient vite insoluble. Il y a plusieurs cas de figure. Effectivement, l'idéal, c'est de faire du préventif et dès le départ, de prévoir la meilleure des situations possibles pour l'avenir. Et là, je rejoins les propos introductifs, à savoir que, premièrement, ce que doit faire normalement une collectivité, si on s'en tient à une commune, c'est d'avoir des choix politiques, a priori. Et ce sont des choix politiques forts que de prendre des décisions pour la bonne gestion du bien commun. Et si on estime, avec de certains choix initiaux, que tel type de voie devra être une voie publique ultérieurement, eh bien, on fait des choix pour dire de quelle manière ça peut être fait, comment ça peut être transmis. Et ça, c'est des choix qui peuvent se faire, mais ça ne va pas régler les problèmes antérieurs, bien évidemment. Donc, il y a, en général, quand on intervient auprès, qu'on accompagne une personne publique, eh bien, on va apporter des solutions pour la mise en place de certains choix, certains critères pour ce qui va venir. Par contre, pour résoudre les problèmes, si je puis dire, qui font peur du passé, eh bien, on va essayer d'apporter des solutions. Alors, dans le cadre de la voirie, on l'a abordé ce matin assez rapidement. Le géomètre expert, il peut accompagner la personne publique dans le cadre de missions de ce qu'on appelle de réorganisation de la voirie communale. Et dans ce cadre de mission, eh bien, on essaie de cibler justement toutes les voies ouvertes à la circulation générale, mais des voies privées, de telle manière à dire, vous voyez, toutes ces voies-là
ne relèvent pas de votre propriété, ne sont pas des ouvrages publics, mais il serait fort judicieux que dans le cadre d'une bonne politique globale du domaine de votre domaine, eh bien, ça revienne justement dans votre domaine et qu'il y ait un équilibre et une certaine justesse sur la bonne gestion ultérieure du bien commun. Parce que ce qu'on va faire à ce moment-là, eh bien, c'est ce qui sera en place dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Et c'est là où c'est important de faire des choix pour l'avenir et la bonne gestion globale du bien commun. Alors, par ce biais-là, on va réussir à cibler avec une sorte d'audit tout ce qui devra être fait. Par contre, il faudra du temps pour le régulariser et offrir des outils de régularisation. Alors, le L318.3 est un des outils tout à fait utilisables. Je vais le prendre dans l'autre sens. On l'a plutôt entendu avec les difficultés qu'il peut rencontrer ou alors l'appréciation juridique qu'on peut en avoir. Sur le plan pratico-pratique, c'est un outil indispensable. Si on ne l'a pas, on ne sait plus quoi faire, en fait. Et c'est vraiment, alors pour le résumer, et pour être très pratique, c'est une expropriation adaptée des voies pour résoudre des solutions existantes. Voilà. Donc le législateur, il a trouvé un moyen. D'ailleurs, là où je trouve que c'est particulièrement intéressant, c'est de se rendre compte que c'est un article du Code de l'urbain. Donc ça n'a visiblement pas de lien avec la propriété, ça n'a pas de lien avec la domanialité. Par contre, c'est ce que ça apporte. Il y a des gros dangers, effectivement, c'est que quand on en est à ce stade-là, on va pouvoir régulariser ce qui concerne les voies, donc ses accessoires. Mais si je prends l'exemple basique d'un lotissement où vous avez un bassin de rétention, eh bien, en aucune façon, on va pouvoir le récupérer. Et ça, c'est vraiment le côté qui fait qu'il va y avoir des difficultés, puisqu'il va rester des éléments d'équipement commun dans le lotissement. Si ce n'est pas résolu à l'amiable, ben, c'est compliqué. Si on a une ASL qui ne s'est toujours pas réveillée depuis 30 ans, on n'a pas la personne qui va pouvoir le gérer. Et un cas particulier, je vais prendre un exemple pour conclure juste sur ce point. On est aussi, on le disait en off, là, parfois les colotis découvrent un matin qu'ils sont propriétaires de la voie, découvrent comment normalement ça devrait se gérer. Ils ne sont pas forcément très volontaires, mais parfois, un matin, ils découvrent aussi qu'ils ne sont même pas propriétaires de la voie parce que c'est toujours au nom du promoteur qui a fait ça il y a 20 ans, il y a 30 ans, qui n'existe plus, qui a changé de société, qui a pris son argent, qui est allé ailleurs. Enfin, j'ai rien contre les promoteurs. Mais on a aussi ces cas d'espèce-là. Alors, l'outil 318.3, là où il est très intéressant, c'est qu'on n'a pas du tout besoin de cibler le propriétaire pour que ce soit effectif. Et ça, c'est particulièrement pratique. Donc, c'est un outil très pratico-pratique. Heureusement qu'on l'a. Mais c'est peut-être pas l'idéal sur le plan juridique, mais en tout cas, ça fonctionne. On évoquait dans la table ronde précédente on va essayer d'user le LITOT, le caractère à parfaire de l'inventaire de patrimoine de l'État, des collectivités. Aujourd'hui, les collectivités, globalement, elles savent les voies dont elles sont propriétaires ou est-ce qu'il y a une petite interrogation qui peut parfois poindre ? Quelle est la définition de globalement, en fait? Très sincèrement, il y a, je pense, un très faible pourcentage des collectivités, on va prendre des communes, qui détiennent un tableau de classement des voies communales, déjà de leur domaine public, encore moins de leur registre des chemins ruraux, qui est la deuxième facette, je dirais, et s'ils les détiennent, encore moins mis à jour. Voilà. Donc ça veut dire que déjà, globalement, on commence à le décliner. Nous, on intervient, Géomètre Expert, pour essayer déjà d'attirer leur attention sur le fait qu'il faut que c'est un outil important pour la bonne connaissance de leur patrimoine. On parlait tout à l'heure du fait, vous souleviez le fait que si une commune, enfin si c'est une voie ouverte, une voie privée ouverte à la circulation générale, eh bien la commune devra venir y faire de l'entretien parce que c'est de sa responsabilité et donc elle va y mettre de l'argent sans toucher de l'argent. Si on a une réorganisation de la voirie qui est faite correctement, qu'on régularise ces situations, cette voie initialement privée va passer dans le domaine public, va rajouter du linéaire du domaine public dans son patrimoine et par le linéaire aura plus de dotations pour pouvoir entretenir ces voies puisque c'est le but de ces dotations. Bon, même si maintenant
la dotation est généralisée avec énormément de paramètres. Je ne sais pas si quelqu'un a eu la curiosité de regarder les tableaux qui permettent de calculer les dotations d'une commune. C'est hallucinant. C'est un tableau Excel en 40 000 feuilles. Alors pour y retrouver l'impact du linéaire de voies, c'est assez compliqué, mais c'est important de régulariser de toute manière ces situations. Alors j'insiste sur le fait que là on parle des voies de lotissement, mais l'outil 318.3, il est aussi très intéressant pour d'autres types de voies, c'est pas que le lotissement. Et ça a été étendu assez récemment, il y a 2 ans je crois, ou 2-3 ans, en fait également aux zones d'activité commerciale. Oui, et j'ai cru comprendre pendant nos échanges de préparatoires qu'il y avait un sujet en devenir avec la question des entrées de ville et les programmes Petite Ville de demain, notamment sur ces voies de zones d'activité commerciale. Maître Nuc, vous évoquiez tout à l'heure ces lotissements qui grossissent. On voit la difficulté de connaître le propriétaire de ces voies. Est-ce que c'est aujourd'hui, 30 ans, 40 ans après la création d'un lotissement, on a bien facilement en tête le périmètre de ces voies, ou est-ce que là aussi il pourrait y avoir des interrogations? Pour parler, comme toujours, facilement de tout ce qui ne va pas, c'est vrai que sur les lotissements les plus anciens, on peut sombrer dans le ridicule parce qu'on n'est même pas capable d'avoir le périmètre initial du lotissement. Donc pas l'identité précise de toutes les propriétés concernées, donc pas des propriétaires, sans parler évidemment que le temps passant, les propriétaires ont changé. Il y a eu des cessions, il peut y avoir des successions ouvertes, pas fermées, des indivisions. Donc identifier même les propriétaires au sein du lotissement pour essayer de faire délibérer les colotis sur le devenir de la voie, même pour signer d'ailleurs. Admettons que la collectivité, à un instant de déraison, soit d'accord pour acheter. Conventionnellement, eh bien, il faut être capable d'amener quelqu'un en face avec la capacité juridique de signer l'acte. Et donc, si elle n'est pas en place, cette organisation, et si particulièrement elle ne l'est pas parce qu'on a de la peine à identifier les gens qui la composent, eh bien, on peut être bloqué par ça. Alors après, on peut toujours imaginer aussi d'aller saisir un juge pour se faire autoriser parce qu'il faut sortir de ces régimes, mais comme l'ASL, c'est pas de l'indivision, c'est encore autre chose. Et s'il n'y a pas l'ASL, il va falloir déterminer quelle est la nature juridique de la propriété de ces voies. Et là, on peut avoir, j'allais dire, alors c'est vulgaire, mais tout et n'importe quoi, parce qu'on peut avoir de l'indivision, on peut avoir de la copropriété, enfin de la propriété jusqu'à l'axe médian, ça va nous renvoyer presque vers les schémas d'exploitation de ce matin. On peut avoir aujourd'hui par défaut l'application de la loi de 65 sur la copropriété, puisqu'on sait que désormais que c'est légal. On a le droit de le faire en copropriété horizontale. C'est plus que pour la copropriété verticale. C'est un chouette paradoxe, puisque longtemps, ça a été d'ailleurs un peu proscrit par le juge administratif, cette utilisation de la copropriété horizontale, précisément pour échapper à la réglementation en urbanisme sur les lotissements. C'est pas un lotissement, c'est une copropriété horizontale. Voilà. Donc il va falloir parfois faire de l'archéologie, beaucoup, et même parfois donner une nature juridique particulière à l'organisation des propriétaires privés pour en sortir. Concrètement, la transaction, elle a possiblement lieu avant. Après, on voit bien qu'en pratique, ça semble quasi exceptionnel, non? Plus le temps passe, plus c'est compliqué. Voilà. S'il n'y a pas un enjeu de territoire derrière majeur pour la collectivité qui a absolument besoin de récupérer la maîtrise de tout sur la voie, et encore qu'elle peut avoir une large maîtrise déjà rien qu'en faisant l'entretien elle-même, en assurant la police de la circulation elle-même et de la sécurité sur la voie, elle n'a pas forcément besoin d'être propriétaire. Voilà, donc c'est une réalité. Quels sont les arguments qui peuvent d'emblée convaincre les copropriétaires de transférer et de ne pas attendre que la situation sente le soufre pour le faire? Je ne sais pas qui veut... Ben, je crois qu'au début, vous aviez indiqué qu'on transférait aussi des soucis et dans le transfert d'office. Je crois que très souvent, le nerf de la guerre, c'est les finances. Le jour où la voie s'est dégradée, qu'il y a à reprendre des choses, que les réseaux se dégradent, qu'il y a des fuites, enfin ce genre de choses, c'est là où on se réveille. Avant, pas forcément. À ce moment-là, on se dit, oulala, on va avoir toutes ces dépenses. Mais pourquoi c'est pas public, on ne peut pas le transférer, etc. Alors c'est vrai qu'une personne publique, la première des choses qu'elle va regarder, c'est l'état de l'ouvrage, l'état des réseaux notamment, faire des diagnostics. Et on est là, j'ai le cas sur la commune de Nîmes en ce moment où en fait il y a une voie qui est
un ouvrage public en plus, lui-même, parce qu'il y a eu des travaux de fait dessus, etc. Mais il y a un refus de l'aglo qui a récupéré la compétence gestion, de réseau notamment, de récupérer l'ouvrage parce qu'elle estime qu'il y aurait trop de travaux de reprise des réseaux, par exemple. Donc, elle ne veut pas aller dans ce sens-là, alors que la commune avait tendance à y aller. Donc, on parlait de ce patrimoine transitoire. Là, ce ne serait pas transitoire parce que c'est que la gestion qui est transférée de certaines parties. Mais pour répondre initialement à la question, c'est souvent le nerf de la guerre, c'est l'argent qu'il va falloir sortir à un moment donné, et pas forcément initialement. Après, il y a d'autres enjeux, les enjeux dont on parlait, de la capacité d'obtenir des autorisations d'urbanisme. Si on a une voie publique, on a droit à des accès auxquels on n'aurait peut-être pas droit initialement. Il y a des enjeux divers et variés. Et comment on sensibilise les promoteurs ou les copropriétaires d'emblée justement sans attendre que la situation soit compliquée? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des actions particulières qui sont conduites par les communes? Alors, il y a la technique de la batte de baseball, initialement. Alors, sensibiliser sur ce qui va se passer, en général, c'est assez facile auprès des élus parce qu'ils se rendent compte, en général, un élu qui récupère une commune, une équipe municipale, eh bien, récupère le passif et dans toutes les communes, il y a des difficultés de voies anciennes qui ont mal été gérées, donc ils ont à les gérer. Donc ils se rendent compte que ce serait judicieux de bien gérer ce qui va venir. Après, c'est malheureusement aussi parfois la politique de l'autruche ou la politique de l'incapacité de faire, parce qu'il faut aussi avoir des finances, du temps, ils n'ont pas que ça à faire. Donc parfois, ça traîne, et plus ça traîne, plus c'est compliqué, comme le disait notre cher avocat. Et c'est là où on s'amuse, comme on dit. Monsieur de Villers, vous évoquez dans le transfert d'office, donc on transfère obligatoirement à la commune pour une période transitoire. Elle a un terme, cette période transitoire ou... À ma connaissance, non. Je pense que ce qui va poser problème, c'est lorsque la commune va vouloir adopter des actes sur une voirie pour laquelle elle n'est pas compétente. Donc, le fait d'être propriétaire d'un bien pour lequel la commune n'est pas compétente en soi, ça ne me paraît pas poser de problème, mais elle ne pourra absolument rien faire dessus, puisque à mon avis, c'est à ce moment-là que les problèmes juridiques vont se poser. Elle n'aura pas nécessairement envie de faire quelque chose dessus, non? Elle aura peut-être plutôt envie de refiler la voie. En principe, voilà, tout à fait. Et est-ce que dans la logique. Du coup, l'EPSI qui aura repris la compétence, lui, dans quelle mesure il est obligé ou pas d'accepter le transfert? Ah, ça c'est une excellente question. Je ne sais pas si l'EPIC est obligé... Alors, il y a une raison, c'est le bord politique. Voilà. Si c'est le même bord politique, il y a une obligation de récupérer en fait la voie. Pas toujours, ça si dépend. Ce n'est pas le même bord politique, on cherche un texte. On a une évolution avec la loi 3DS, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va être pratique à utiliser parce que c'est un principe qu'on appelle de subsidiarité. C'est-à-dire que maintenant, même quand vous avez des EPCI compétents pour la voirie, on va pouvoir décider, alors il y a des conditions de majorité un peu difficiles à réunir des fois, mais si cette voirie-là, ou celle-là, est d'intérêt communautaire ou pas. C'est-à-dire que l'EPCI ne va pas forcément accepter comme ça, simplement parce que la collectivité se sera rendue propriétaire de la voie. Il ne va pas accepter de devenir le gestionnaire de la voie aussi facilement que ça. Donc on voit bien que ça se complexifie encore un peu plus. Bon, ça devient vraiment pas drôle comme jeu. Est-ce que, Monsieur de Liancourt, est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles vous êtes confrontés très, très concrètes? On évoquait par exemple cette question de retrouver l'ASL perdu. Est-ce que vous, du coup, vous échappez finalement au contentieux parce qu'on n'arrive pas à aller jusque-là, non? Alors, on échappe à ce consensus-là. Non, c'est vrai que toutes ces difficultés, nous, on n'est saisi que de litiges. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a eu un problème. Et les problèmes, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils sont assez binaires. C'est-à-dire le maire a fait ou le maire n'a pas fait. Et ça va se résoudre avec quelles sont les obligations, est-ce qu'elles ont été respectées, est-ce que c'était bien... une voie ouverte à la circulation du public, est-ce que le maire devait faire des travaux, etc. Donc c'est vrai que là-dessus, ça c'est des problématiques pour lesquelles on n'est pas confronté parce que
Si vous n'avez personne, du coup, il n'y a pas de transfert, ou alors le transfert va peut-être se faire, mais ça ne donnera pas forcément lieu à un contentieux. Donc là-dessus, c'est vrai que nous, ce n'est pas des points que les juridictions ont à connaître. Monsieur Ball. Vous êtes parfois saisi sur le fait que dans le transfert, il y a des espaces qui ne pouvaient pas être transférés. Par exemple, un bassin de rétention, une partie ouverte mais non affectée, enfin ce type de choses. Oui, alors sur ces points-là, c'est pour ça que vous faites bien d'en parler, parce que les copropriétaires ou les colotis ont quand même tendance à tout... voilà, c'est ça. C'est à partir du moment où la commune veut, on donne. Et pas forcément... Alors, on dit la voie et les accessoires, et les juridictions ont eu à se prononcer sur les notions d'accessoires, parce que c'est quoi un accessoire? Et là-dessus, on a encore, alors vous allez dire que je le fais exprès, mais des jurisprudences divergentes. C'est-à-dire qu'il y a l'accessoire de la voie, mais les petits accessoires. Et on va avoir d'autres accessoires comme qu'est-ce qu'on va faire des réseaux qui sont enterrés, est-ce qu'on transfère également les réseaux qui sont dessous? Alors l'accessoire de la voie, selon la jurisprudence dominante, ce sont les accessoires qui sont liés directement à l'intérêt de la voie et à sa conservation. Donc on n'aura pas les eaux usées, mais on aura les eaux de ruissellement, par exemple, pour pouvoir conserver, et pas l'intégralité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un transfert de la voie de manière à la fois horizontale, et on va tout prendre, et de manière verticale avec tout ce qu'il y a, avec tout le tréfonds et toutes les canalisations qu'il va y avoir. Le 318.3, c'est une procédure dérogatoire, c'est une procédure alors exceptionnelle juridiquement, parce que c'est quand même un transfert d'office sans indemnité, même si alors ça a été jugé, c'est constitutionnel, c'est pas contraire à l'article 2 et au 17 de la DDH, et il a été également jugé que ça ne méconnaissait pas l'article 1er du premier protocole de la CEDH, combien m'appelle l'indemnité, mais du coup l'interprétation est assez logiquement restrictive, c'est-à-dire la voie, alors il n'y aura pas de bassin de décantation, sauf si on arrive à me prouver que le bassin de décantation va être... voilà. Et donc ces équipements nécessaires à son maintien, oui. Par contre, effectivement, les eaux usées peuvent ne pas être prises, l'adduction d'eau potable aussi, par exemple, mais en fait, les personnes publiques, quand elles mettent en place ce système-là, elles n'osent pas dissocier ces choses-là. Et on a beau leur conseiller, leur dire, là j'ai un dossier par exemple où la problématique, c'est celui que je rappelais tout à l'heure, la problématique était celui du réseau, notamment d'AEP. Je leur ai dit, mais vous pouvez récupérer la voie, vous pouvez récupérer l'ouvrage avec le 318.3 sans équivoque, vous excluez les réseaux d'AEP et vous n'avez aucun souci. Mais ils sont craintifs. Ils sont craintifs du contentieux derrière. Et qui gère du coup en cas de transfert comme ça partiel? Est-ce que c'est pas finalement reculer là encore, juste reculer l'échéance? Parce que si derrière on a les copropriétaires qui ne gèrent pas, c'est insoluble, c'est une solution qui va revenir à un moment ou à un autre à la collectivité, non? Oui, mais ce n'est pas forcément les mêmes personnes publiques déjà qui sont propriétaires de l'ouvrage. C'est-à-dire la voie, là c'est la commune qui la récupère, alors que l'AEP par exemple, c'est un réseau qui appartient à l'agglo et pas à la commune. Donc déjà, ce n'est pas les mêmes personnes publiques. Donc le problème, c'est pas le même qu'il a. Enfin, c'est un autre problème en fait. Même si on est sur la même assiette et que les gens ont du mal, les gens, je parle des riverains, ils ont du mal à concevoir qu'il y a une dissociation entre les deux. Mais de notre côté, on peut déjà répondre à une grosse problématique, mais après, il y aura un autre souci. Il sera peut-être plus facile à gérer s'il n'y a plus tous les autres préalables. Et ces réseaux peuvent aussi appartenir à des délégataires. Voilà, donc il y a des concessionnaires de services publics qui sont là. Et là, à nouveau, on a une incompréhension du côté des colotis qui connaissent pas, parce qu'il est un peu compliqué, c'est vrai aussi, le régime, et qui voient ces concessionnaires de réseau sur les parties publiques. Par hypothèse, dans le lotissement, on est sur des équipements privés, enfouis, mais ces concessionnaires interviennent aussi comme prestataires de services. Et là, ils ont une double casquette, c'est-à-dire ils sont concessionnaires du réseau public en dehors du lotissement, et quand ils interviennent dans le lotissement pour faire des travaux, il y a une convention globale qui est passée, mais c'est des travaux qui sont normalement pris en charge par les colotis, mais les colotis, ils ne s'y retrouvent plus. Le maire est patron de la circulation sur notre voie, les concessionnaires interviennent en dessous, mais c'est nous qu'on paye. Voilà.
Sur le défaut d'indemnisation sur le transfert d'office, c'est une question qui a été tranchée par le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'elle a été transmise au niveau de la CEDH? Est-ce que le CEDH s'est prononcé ou pas? Oui, la CEDH a validé aussi ce procédé, toujours avec la petite exception de la qui a été reprise par le Conseil d'État dans la jurisprudence B2Z 98, mais donc il faut qu'il y ait une charge spéciale exorbitante, hors de proportion, voilà. En sachant que ça n'a aucune chance c'est une jurisprudence qui n'est quasiment, sauf à dire des bêtises, mais quasiment, enfin très rarement appliquée en contentieux. Je crois on a moins d'une dizaine de cas d'application positive de l'application de la jurisprudence B2Z, ce qu'on appelle une B2Z. Pour reprendre les termes de la doctrine. Et donc, en fait, c'était sur l'indemnisation des servitudes d'urbanisme sur le L160-5 du Code de l'urbanisme qui permettait, alors je la fais et je résume, et je m'en excuse de manière très rapide, simplement pour éviter que le principe de non-indemnisation ne passe pas les fourches codines de la CEDH. Et donc, il fallait prévoir un cas de possibilité d'indemnisation. Les conditions données sont extrêmement restrictives. Et quand on regarde les cas d'application positive, je crois que j'ai dû en dénoter 3 en tout. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que c'est complètement résiduel. Maître Nugue, quand vraiment on n'a aucune solution, comment fait-on à un moment, puisque ça dépend ce que vous voulez. Si la commune ne veut pas opérer le transfert d'office, qu'on a un copropriétaire qui ne veut pas transférer, qu'on ne sait plus qui sont les copropriétaires, qu'on ne sait pas quel est le périmètre des voies concernées, qu'on ne sait même pas quel est le propriétaire, concrètement. On peut être aidé par nos propres vices. C'est-à-dire que si dans une ASL, il y a une majorité de gens qui s'en désintéressent, on a eu beaucoup de problèmes avec les ASL à compter de 2004. Parce qu'il y a eu une réforme des textes qui est venue. Il y avait une obligation pour toutes les ASL qui étaient régies jusque-là par une loi de 1865 de mettre à jour leur statut. Si elles ne mettaient pas à jour leur statut dans un certain délai, elles perdaient leur capacité juridique. Donc elles ne pouvaient rien faire, y compris vendre. Donc, et il y a plein d'ASL qui l'ont découvert très tardivement. Donc il a fallu aller jusqu'à la Cour de cassation pour comprendre ce qui se passait dans ce cas-là. Il a été assez rapidement admis qu'on pouvait régulariser, même très tardivement, mettre à jour ses statuts, recouvrer sa capacité juridique et faire des choses. Sauf qu'on a toujours cette fameuse inconnue de comment je fais pour réunir une ASL et délibérer à l'unanimité si les gens ne viennent pas. Donc comme on n'est pas enregistré, je ne prends pas de risque, mais quand même, on va dire comment ça se passe en pratique. On en trouve 3 qui sortent du rang, parce qu'il faut quand même 3 courageux pour aller faire un bureau d'ASL, un président, un secrétaire, un trésorier, qui vont provoquer la réunion de l'ASL, on va convoquer, et on va délibérer avec ceux qui vont venir. Et ensuite, on va notifier le PV à tout le monde, et personne ne va faire de recours, et tout va bien se passer. Donc on aura recouvré notre capacité juridique, à compter de quoi. Comme on en aura profité en plus pour mettre à jour nos statuts et opportunément prévoir qu'à l'avenir, on n'allait pas délibérer à l'unanimité, on pourra à nouveau se réunir pour décider qu'on va proposer à la collectivité le transfert de tout ou partie de nos équipements communs, sous réserve qu'ils remplissent toutes les conditions pour être vraiment des équipements publics. Donc oui, on arrive à s'en sortir. Sinon, c'est du côté de la collectivité qu'il faut se placer en utilisant l'Expro. Alors l'Expro, on va avoir la double difficulté d'avoir d'abord notre enquête publique à faire. Et puis surtout, dans l'expropriation, il y a l'enquête parcellaire. Donc on retombe sur la problématique d'identifier tous les propriétaires, sans exception. Mais on les identifie, et même si on n'arrive plus à les toucher vraiment, à partir du moment où on a des adresses, on peut faire des procédures et puis mener à terme l'expropriation. Donc voilà. Et si en face, on a des gens qui sont surtout intéressés par le transfert de la charge, ils ne vont pas être très demandeurs et donc ils ne vont pas être très combatifs sur le montant d'indemnité qu'on va trouver pour en sortir par la voie de l'expro. Donc oui, on en sort. Le problème, c'est que tout ce que je décris là, c'est une échelle de temps qui n'est pas du tout en relation avec la vie des gens, quoi. Et on peut partir pour des années, alors qu'une convention, si on a dès le début, si on est d'accord et si on a la bonne capacité juridique, c'est une affaire pratiquement de quelques jours. Et là, on parle d'années. Après, il faut attendre les 30 ans. Ah ben, sur les 30 ans, il faudrait vraiment, alors là, pour le coup, il faudrait que la collectivité ait envie de revendiquer la prescription acquisitive sur les voies du lotissement.
Oui, elle pourrait le faire. Du coup, là, ça suppose pas d'accord de volonté et même pas de démarche active vis-à-vis des propriétaires privés. Avec ça, qu'il y a aussi une institution qui est peu connue, mais quand on pense qu'on est déjà le propriétaire ou qu'on s'est comporté comme le propriétaire depuis 30 ans, on peut aussi aller chez un notaire faire établir une attestation en ce sens. Voilà. Ce qui sera qu'un élément de preuve parmi d'autres, hein, parce que ça supporte la preuve contraire. Mais on peut faire attester qu'on est déjà prescrit de manière trentenaire. Alors des fois, ça peut être, là, ce sera que 30 ans, je ne vais pas prendre des autres cas, parce qu'ils ne collent pas à notre situation. Mais voilà, on peut le faire. Maintenant, j'ai jamais vu. J'ai souvent vu des collectivités revendiquer la prescription acquisitive pour des limites de propriété au droit de la voirie. J'en ai jamais vu une faire ça pour récupérer l'intégralité des voies d'un lotissement. Mais pourquoi pas? Est-ce qu'éventuellement il y a des questions dans la salle ou sur le chat? Oui. Si dans un permis d'aménager, on prévoit justement la rétrocession de ces voies, soit à la commune, est-ce que ça engage vraiment la commune à le faire? Est-ce qu'on peut mettre des conditions, des délais, des choses comme ça, pour justement sortir les voies et les rétrocesser à la commune? Si c'est déjà prévu dans le permis d'aménager. Oui, c'est ça. En fait, parfois la commune s'engage. Elle s'engage par soit... Alors, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble qu'il est arrivé que la commune accepte... Ah oui, c'est ça. Il y a une jurisprudence qui dit que la commune peut accepter, avant même la demande, enfin au moment de la demande de permis d'aménager, ou même après d'ailleurs, elle peut accepter la demande qui lui est faite par soit le lotisseur, soit une ASL, et en acceptant cette demande, la délibération du conseil municipal est un acte créateur de droit. Donc après, bon voilà, il y a tout le régime juridique qui se déduit de cela. Et de la même manière, elle peut par convention, une fois que une convention est signée en bonne et due forme, évidemment, elle est tenue par une obligation juridique de réaliser le transfert. Mais encore une fois, c'est ce qu'on a dit, si le transfert n'est pas réalisé, elle devra simplement indemniser l'autre partie. On ne pourra pas l'obliger à le réaliser. Là, c'est soit une convention, soit un arrêté municipal, mais si c'est uniquement le permis d'aménager où le lotisseur le prévoit et que en fait, le permis d'aménager est accepté, est-ce que ça vaut condition pour que la commune soit engagée à reprendre ses voies? Non, je ne crois pas. Non, ça c'est la situation très très classique où la faculté est toujours prévue, hein, en gros, par les lotisseurs, qui en font d'ailleurs, on va être honnête, un argument de vente. Hein. Sans expliquer trop plus avant au colotique, il y a une chance sur une que ça ne fonctionne pas vraiment, mais il y a la faculté de tout transférer à la collectivité, vous voyez, c'est marqué dedans. Mais c'est parce qu'on a l'obligation de le prévoir. Donc cette faculté, elle existe tout le temps, mais c'est qu'une faculté, la collectivité n'est jamais obligée d'accepter le transfert. Donc deux remarques. La première sur l'impossibilité d'acter un usucapion de la part de la commune au bout de 30 ans, ça sera forcément équivoque. Donc ça peut être contesté devant le juge judiciaire sans problème. Bien sûr. Deuxième, dans la vraie vie, effectivement, on a un peu tout vu. Moi, j'ai vu une expropriation d'une voirie de lotissement qui débouchait, donc pas de difficulté sur principe, simplement pour contourner le fait que nos amis notaires avaient dû oublier des parcelles dans des successions et qu'en fait il était impossible de retrouver ou de régler les successions de gens qui avaient été vendus et on avait oublié les quotes-parts de voirie. Donc là on est passé par le volet expropriation de manière un peu plus plaisante dans une ville nouvelle. Effectivement, la motivation était communale. Il fallait absolument interdire à l'ASL de se réunir une fois par an pour fomenter des troubles politiques dans la commune. Donc ça marche bien. Et le troisième, pour une autre commune collectiviste, oui, sur la vallée du Rhône, on a une vallée chimique, donc on a encore quelques communes collectivistes, je police mon vocabulaire, où là, effectivement, on a demandé au loti de refaire un revêtement de voirie
pour que la commune accepte de prendre la voirie. Oui. Et là, j'allais dire, c'est peut-être par le volet économique que vous pouvez progresser. Quand on explique qu'au bout de 20 ans, je parle sous le contrôle de Xavier Prigent, qui est un chef en matière d'aménagement foncier, on a une dépense de 23 € le mètre carré pour refaire les enrobés, on comprend très vite quel est l'intérêt. Et la commune, elle, il y a un intérêt aussi parce que nos lotissements qui sont extrêmement denses sont extrêmement rentables au niveau fiscal par rapport aux maisons isolées, dans des hameaux isolés, où là, on a un coût de dépense qui, en fait, est pas à la hauteur de ce qu'on a dans ces lotissements denses. Donc, en expliquant aux lotis qu'on a des lignes de dépenses importantes qui peuvent ensuite être prises en charge d'entretien par des supra-collectivités dont c'est quand même le boulot, et de l'autre côté, qu'il y a une très grosse rentabilité fiscale de ces quartiers qui ont des densités très importantes, finalement, on arrive à débloquer ces situations. La difficulté qu'on a, c'est les actions en répétition, effectivement, ou qu'on peut avoir quand on abuse du système, et quand les voiries débouchent pas, là, je suis beaucoup plus réservé. Quand il n'y a pas de voirie qui débouche, c'est quand même difficile. Pour le déneigement, non, j'ai pas de souci, parce que là, on explique qu'au titre de la sécurité des personnes, qui est une délégation de l'État auprès du maire, on peut quand même aller déneiger les voies privées. Donc là, il faut déminer les dossiers sur le déneigement, et ensuite on avance. Les colotis, d'une manière générale, ne nous en veulent jamais de venir déneiger. Mais le deal pour avoir des transactions avec les collectivités, c'est souvent que les collectivités vont exiger la remise à niveau des équipements pour en accepter le transfert. Donc ça, oui, c'est assez commun. Moi, j'avais une question relative aux équipements du coup de la voirie, puisque c'est une question intéressée. Concrètement, on a un dossier dans la collectivité que je représente, où c'était un village expérimental créé dans les années 60. Il y a eu rétrocession des voies et les équipements d'éclairage, puisque c'est de cela dont je parle. On a 3 situations qui se présentent. On a des équipements d'éclairage qui sont sur la voie, ils sont au nombre de 200 à peu près. On a les équipements qui sont sur la voie pour lesquels on peut intervenir, assurer la maintenance sans trop de difficultés. On a des équipements qui sont accessibles sur terrain privé pour lesquels on peut soit constituer une servitude pour le propriétaire privé pour ne pas qu'il laisse pousser autour du lampadaire quoi que ce soit. Et on a surtout une problématique dont vous parliez, monsieur, de propriétaires successifs qui n'ont pas respecté la règle au moment des années 60-70, de ne surtout pas clôturer leur terrain pour que reste accessible l'équipement d'éclairage. Donc on a 37 lampadaires sur ce village qui en fait sont dans des haies, dans des jardins, et pour lesquels on est obligé de solliciter un régime d'autorisation du propriétaire, on est obligé de solliciter son accord pour pénétrer chez lui, de procéder aux travaux, de lui demander d'accomplir les diligences nécessaires pour couper la haie, notamment, pour la rendre accessible. Donc c'est quand même une atteinte à son droit de propriété, même limitée, mais c'en est une. Et on est dans un régime d'autorisation. Est-ce que vous avez des préconisations quand on est dans ce cas-là, autre que la convention amiable et quid du propriétaire qui s'opposerait à l'intervention de la moi d'une communauté urbaine pour le coup, mais... Oui, alors là, la situation est déjà inédite parce qu'elle n'est pas courante. Ce serait trop facile de dire il ne fallait pas faire comme ça. Parce qu'effectivement, isoler comme ça des équipements publics au milieu des propriétés privées, on a un peu le parallèle parfois en milieu urbain dense avec les servitudes d'ancrage pour les éclairages publics, les tramways, les machins, tout ça c'est sur des immeubles. Parfois on découvre, quand on va vraiment regarder les limites de propriété, que l'immeuble en plus il est vraiment en retrait de la voie publique, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est en apparence aménagée en espace public, c'est les limites de la voirie dont on parlait tout à l'heure, mais c'est de la propriété privée, donc là on est chez les gens. Donc à chaque fois, s'ils n'ont pas envie qu'on intervienne, c'est compliqué. Donc oui, avoir des conventions, mais alors vous avez besoin de 37 conventions parce que vous avez 37 lampadaires, sinon au bout d'un moment, la question va se reposer dans l'autre sens, de dire est-ce que je ne vais pas finalement les exproprier, ça ne va pas leur plaire, vu le contexte, pour récupérer la propriété, moi, qui me permet d'aller jusqu'à cet équipement public. Alors après, je ne sais pas si ça marche, parce que je ne sais pas à quoi ça ressemblerait, la propriété, où on reprendrait l'équipement public et une bande d'accès pour pouvoir aller l'entretenir.
Mais c'est ça, finalement, vous aurez les mêmes outils que ceux qu'on a évoqués depuis le début de cette table ronde, et j'en vois pas d'autres, moi. Un peu d'humour, mais en fait, jouer le pourrissement, parce qu'à un moment donné, il y aura une dégradation telle que vous serez obligé de couper le courant au titre de la sécurité. Et deux, il y a une association qui s'appelle la Nuit Noire. La nuit, elle est faite pour être noire. Pour regarder les étoiles. Un acteur qu'on a évoqué et qui n'est pas représenté, peut-être dans la salle, sur le notaire, sans doute que pour le flux, son rôle de sensibilisation lors de la création d'un nouveau lotissement sera important. Sur le stock, je pense que c'est le genre de dossier qui ne le fait pas sauter de joie, parce que je pense que c'est des ventes tarifées, tarifs réglementés, et que c'est le genre de dossier, quand il rentre, il sait qu'il va perdre de l'argent. Et que plus le temps passe, quand on évoquait les indivisions, la recherche d'héritiers, les formalités que ça implique, je doute effectivement que ça soit moteur sur ce genre de dossier, non ? Les notaires, là, ils sont d'un précieux concours là-dessus, mais je pense qu'en matière de lotissement, ils vont le faire. Il y en a beaucoup qui le font déjà naturellement, mais ils vont devoir, au moment où les colotis achètent, leur donner le même niveau d'information qu'on donne à des gens qui achètent en copropriété verticale aujourd'hui. Est-ce que vous êtes bien conscient que vous prenez aussi un engagement de payer des charges à vie, et que ces charges à vie, il faut les simuler. C'est pas facile quand tout est neuf, que le lotisseur vient dire. Imaginez que la voirie, les équipements communs, tout ça, ça va coûter. Voilà. Donc ça, c'est le premier devoir d'information. Effectivement, après, quand il s'agit, on a besoin de démêler la situation et d'identifier les propriétaires, que c'est des dossiers à perte financière pour eux. Parce que, sans compter que des fois, ils sont placés face à des impossibilités. Imaginez qu'on tombe, au bout du compte, sur des biens absolument 100 mètres. Et là, on est dans des délais pour régulariser la situation et puis transférer la propriété de ces biens qui vont faire qu'on va tous attendre encore beaucoup plus longtemps pour pouvoir assurer le transfert des voies qui, si les colotis n'ont pas les moyens, vont continuer de se dégrader, etc. Donc ça, c'est pas simple. Donc, à part bien sensibiliser les colotis au moment de leur investissement initial, et être très clair sur le fait qu'il y a une faculté pour les collectivités, mais que ce n'est pas un engagement. Je veux dire, vraiment, ce qui règle la situation aujourd'hui, c'est un accord. C'est-à-dire qu'il y a un moment de bras de fer où on dit, nous, je reprends le schéma simple, on ferme. Et après, on se met d'accord avec la collectivité sur le niveau de rénovation qu'elle veut avant qu'on lui transfère les biens. Voilà. Et sur la stricte délimitation des biens qu'on va effectivement transférer. Et ça, c'est le schéma le plus usuel pour en sortir. Après, il ne faut pas demander aux collectivités l'impossible non plus. C'est parce qu'on a des collectivités qui n'ont jamais que la fiscalité de leurs membres, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et à un moment donné, récupérer toutes les voies des lotissements internes, c'est une sacrée charge pour le budget communal. Donc, c'est-à-dire qu'on va soulager les colotis, mais on va revenir derrière avec la fiscalité locale, on va leur reparler de leurs impôts locaux. Après, je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure sur la valeur de ces choses-là. Les collectivités ont un avantage, aussi ont un intérêt certain à régler la situation, ou permettre aux colotis de régler la situation, parce que ça peut devenir handicapant pour les ventes, pour les successions, etc. Et allez, on va faire simple, plus c'est cessible, les biens, plus ils sont vendus. Et plus, chez le notaire, pardonnez-moi, mais les collectivités locales, ils trouvent un intérêt parce que les droits de mutation, c'est essentiellement les caisses des collectivités locales qui sont alimentées. Donc elles ont un intérêt aussi à faire en sorte que les lotissements vivent, soient beaux, bien entretenus et faciles à vendre. Donc l'intelligence préside parfois à la prise de décision. Donc il y a de l'espoir, c'est pas que compliqué. Ouais, non, ce que je trouve merveilleux, c'est que à écouter les débats depuis tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on fait pour transférer la propriété. Moi, tous les contentieux que j'ai vus, c'était comment on fait pour ne pas transférer la propriété parce qu'on s'oppose au transfert d'office qui est attentatoire au droit de propriété et on y va et on ferme le lotissement, les voies du lotissement pour éviter. Et du coup, c'est assez intéressant cette dichotomie entre le travail qui est fait administratif en amont sur comment est-ce qu'on va gérer la voie et qu'est-ce que l'on veut, avec la tête d'épingle que constitue le contentieux administratif, en tout cas les recours, où ce que j'expliquais, c'est soit on est saisi de gens qui contestent le refus
de transfert, mais bon, on a très peu de dossiers et puis ça débouche sur rien très concrètement. Et surtout, numériquement, le nombre de dossiers le plus important, on a des propriétaires qui refusent que la collectivité récupèrent la propriété de la voie parce qu'ils veulent rester chez eux. Et assez classiquement, ils vont jouer sur la notion de consentement à l'ouverture à la circulation générale, et ils voient que l'enquête publique est lancée. Tout de suite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont écrire au maire, ils vont mettre une voie, ils vont fermer l'accès, ou alors ils vont le réduire pour dire non, il n'y a pas du tout d'ouverture à la circulation générale, on est revenu, on n'a pas du tout consenti, c'est pas parce qu'on a laissé faire, maintenant on reprend la main là-dessus. Et là-dessus, on a pas mal de jurisprudence, commune de Col-sur-Loup, Noisy-le-Grand, etc., qui sont venus préciser le régime, justement, de la contestation du refus, la contestation de l'arrêté portant transfert d'office pour non-consentement. Mais effectivement, c'est sans doute plus facile de juger ça que de trouver les solutions en amont pour obliger, entre guillemets, ou trouver une solution pour arriver à démêler tout ça. Monsieur De Villers, on est d'accord que même l'Assemblée de copropriétaires ASL qui a décidé de contractualiser peut au dernier moment finalement y renoncer et il n'y a pas d'obligation d'aller jusqu'au bout. Ah, tout à fait. En principe, l'ASL ou les propriétaires, surtout même en matière de transfert d'office, jusqu'au dernier moment, peuvent refuser le transfert. Alors, il me semble que dans la jurisprudence, s'agissant de l'ouverture à la circulation générale, il faut que l'ouverture à la circulation générale soit claire, de la même manière que la non-ouverture à la circulation générale soit claire, mais la jurisprudence exige, lorsque il y a eu précédemment une ouverture à la circulation générale et puis ensuite que les colotis se rétractent, la jurisprudence exige que la commune en ait été informée. Enfin, je veux dire, il y a une exigence supplémentaire lorsqu'il y a un aller-retour, lorsqu'il y a en quelque sorte un changement d'avis. Mais bon, je pense que c'est pas quelque chose qui est très compliqué en pratique. Cette notion d'ouverture à la circulation générale, dans les faits, c'est très compliqué. Parce qu'il y a très peu de lotissements qui ont un portail fermé, qui interdisent l'accès, qui ont un panneau qui dit interdit d'accès, enfin ce genre de choses. La plupart du temps, c'est librement ouvert, mais c'est pas pour autant qu'il y a de la circulation publique à l'intérieur de ce lotissement. Donc, on me censure, non, c'est bon. C'est bon. Et c'est vrai que la question se pose surtout pour les lotissements qui sont en impasse, qui ne sont tournés que sur eux-mêmes. Une commune devra prendre une position claire sur cette situation, sur ces situations. Se dire c'est en impasse, on récupère pas, c'est une voie traversante, c'est une voie interquartier, on récupère. L'intérêt public, il est clair d'un côté, il n'est pas du tout de l'autre. Et si elle fait une action pour récupérer une voie qui est en impasse parce qu'il y a 2 conseillers municipaux majeurs sur le lotissement, eh bien évidemment que ça va faire jurisprudence d'une certaine façon sur la commune, sur le territoire communal, et qu'après ils auront bien du mal à refuser toutes les éventuelles demandes. Moi, sur le terrain, je vois beaucoup plus des demandes de le céder que d'aller en opposition du fait de le céder, quoi. De l'intérêt de la maison individuelle. Il y a pire, il y a la copropriété. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on s'est suffisamment amusé avec ce passionnant sujet dont on voit quand même que les difficultés concrètes sont pas minces et on peut craindre qu'elles aillent croissant avec les années, non ? Je pense que maintenant, il y a quand même beaucoup plus de prise de conscience qu'il faut gérer cela au moment où on met en place les programmes. Je pense qu'on a surtout des soucis par l'héritage d'un laisser-aller à une certaine époque. Voilà. Sur le stock. Mais je pense qu'on va aller vers plus de clarté. On est dans plus de clarté dans les nouveaux programmes, de mon point de vue.
Surtout, n'enlevons pas le 318.3 parce que sans cet outil-là, on serait vraiment très embêté dans plein de cas. Surtout que, comme je le disais, ce n'est pas uniquement dans les cas de lotissement que c'est applicable. Et pour cela, c'est très très pratique, quoi. Écoutez, merci beaucoup. Et à demain pour la suite des travaux.